Une musique tendue et dramatique s'élève. Il était seul. Un vieil homme de 70 ans, encerclé par des bandits. Son unique ami, un loup boiteux, gisait, mourant dans une mare de sang, dans le gîte isolé qui lui servait de refuge. Les bandits le poussaient avec la crosse de leur fusil dans le dos, le forçant à marcher vers la grotte ancestrale pour en voler les anciens secrets. Personne ne croyait qu'il survivrait. Personne ne pensait qu'un vieil homme désarmé oserait se défendre. Mais il se souvenait des yeux de ce loup. Il se souvenait de ce que signifiait être sauvé. Ce qui s'est passé ensuite vous fera pleurer et croire en une seconde chance. Même pour ceux que tout le monde semblait avoir oubliés depuis longtemps. La musique s'adoucit. Avant de commencer, écrivez d'où vous nous regardez. Laissez le nom de votre pays ou de votre ville dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez qu'aucun homme ni aucune bête ne devrait être laissé seul dans la détresse, cliquez sur le bouton d'abonnement, car cette histoire pourrait bien vous redonner foi en les miracles. L'hiver dans le Massif central respirait un silence glacial. Sur des centaines de kilomètres à la ronde, sous un linceul de neige de la hauteur d'un homme, dormaient les forêts profondes. Le vent, maître de ces lieux, chassait la poudreuse sur les crêtes gelées du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, et dans son hurlement, on entendait tantôt une plainte, tantôt le grincement de vieux fer. Ici, là où les cartes s'arrêtaient et où commençait l'éternité, la météo n'était pas un simple décor, elle était jugée bourreau. Depuis 20 ans, Jean Monnier vivait selon ses lois. Il avait quitté Clermont-Ferrand, la ville bruyante et enfumée de sa vie passée, l'année où son monde s'était brisé. 20 ans qu'il n'entendait plus les klaxons des voitures et les cris d'ivrognes dans la nuit. Ses seuls interlocuteurs étaient les sapins, les lynx et le silence. Jean avait 70 ans, mais il en paraissait davantage. Grand de nature, il s'était voûté avec le temps, comme si le poids des années et de la neige sur le toit de son gîte pesait éternellement sur ses épaules. Sa barbe, autrefois châtain, était maintenant complètement grise, emmêlée comme un chablis, et souvent gelée en un seul bloc de glace par le froid. Sous ses sourcils épais et tombants, ses yeux brillaient. La seule chose en lui qui n'avait pas vieilli. Ils étaient d'un gris clair, comme le ciel d'hiver, et tout aussi froid, perçant, habitué à déceler le moindre mouvement sur la toile blanche de la neige. Il n'était pas seulement Monnier par son nom, mais aussi par essence. À Clermont-Ferrand, il avait été ingénieur géologue, un homme de raison, précis, qui croyait en la logique et en la résistance des matériaux. Mais la logique avait pris fin le jour où un chauffeur de camion ben ivre avait décidé que le feu rouge n'était qu'une simple recommandation. Jean avait perdu sa femme, Anne, et sa fille de 6 ans, Catherine, en un instant. Il ne se permettait même plus de penser à elle. Les souvenirs étaient comme une fine couche de glace au-dessus d'un abîme. Anne, elle était la chaleur, le rire, le centre de son univers calme et ordonné. Petite, vive dans ses mouvements, avec des mains qui semblaient pouvoir tout réparer, d'un jouet cassé à sa propre mauvaise humeur. Catherine était son écho, un petit tourbillon avec les immenses yeux curieux de son père. Quand elles ont disparu, le monde de Jean, bâti sur des calculs et des formules, s'est effondré. Il n'a pas fui le chagrin. On ne peut pas fuir le chagrin. Il a fui l'absurdité du monde humain, sa cruauté chaotique et stupide. Ici, dans les forêts, la cruauté était honnête. Le gel tuait, mais il prévenait. Le loup tuait pour manger. Il y avait un ordre dans tout cela. Ce jour-là, une tourmente de neige particulièrement violente faisait rage. Jean, vêtu d'un anorak en peau de renne fait main par-dessus une veste matelassée, vérifiait ses pièges à petit gibier. Il se déplaçait sur de larges skis de fond, ne laissant presque aucune trace et ne faisant aucun bruit. Ses mouvements étaient mesurés, économiques. Mais soudain, il se figea. Quelque chose n'allait pas. L'air avait apporté une faible odeur angoissante de sang et de peur. Et il avait aussi entendu un léger cliquetis métallique, presque perdu dans le gémissement du vent. Il retira de son épaule son vieux fusil de chasse à 2 canons, vérifia les chiens et remonta contre le vent. Il contourna un grand rocher et déboucha sur une petite clairière. D'abord, il la vit. La louve. Elle était couchée sur le flanc, déjà presque recouverte par la neige. Sa fourrure, magnifique, d'un gris clair, était étendue de manière anormale. Jean s'approcha. Ses yeux étaient ouverts et vides, recouverts d'une fine pellicule de glace. À côté, 2 douilles de carabine. Des braconniers. Le mot résonna dans sa tête, non comme une pensée,
mais comme un coup. Ces mêmes hommes qui l'avaient fui étaient venus jusqu'ici, apportant leur mort insensée. Ils avaient simplement tué et abandonné. Une rage froide et familière monta en lui. Il se redressa, s'apprêtant à partir, mais c'est alors qu'il le vit. À quelques mètres de la louve, sous les racines d'un sapin déraciné, quelque chose de sombre s'agitait. C'était le second loup. Féroce. Le nom lui vint à l'esprit instantanément. C'était un énorme mâle alpha, au pelage d'une teinte graphite sombre, presque noire. Et il était vivant. L'une de ses pattes avant était prise au piège dans les dents rouillées d'un vieux piège à mâchoire de braconnier. Le piège était attaché par une épaisse chaîne au tronc d'un arbre. Le loup se débattait depuis plusieurs jours. La neige tout autour était imprégnée de sang et d'urine. La bête était à bout de force. Il était si affaibli qu'il ne pouvait plus grogner. Il se contentait de retrousser les babines, silencieusement, de manière terrifiante, dévoilant des crocs jaunes. C'est alors que le vieil homme croisa son regard. C'étaient deux charbons ardents, jaunes, remplis d'une haine si primitive, d'une telle rage et d'un mépris si désespéré et intelligent. Le loup ne regardait pas un chasseur, il regardait un représentant de l'espèce qui avait tué sa compagne et l'avait condamné à une mort atroce. Jean resta immobile. La logique, cette même logique d'ingénieur, dictait une solution évidente. La bête est blessée. Le piège lui a broyé les os. Elle souffre. La seule miséricorde est une balle. Jean leva lentement son fusil. Les yeux jaunes du loup ne scièrent pas. Il regardait droit dans les trous noirs des canons. Le vieil homme visa la tête. Son doigt se posa sur le métal froid. Le vent se calma un instant. Et dans ce silence assourdissant, Jean ne vit soudain plus un loup. Il se vit lui-même, tout aussi pris dans le piège du passé, se vidant de son sang de souvenirs, plein de haine pour l'injustice du monde. Il vit une créature à qui, comme à lui, on avait tout pris. Non, murmura-t-il du bout des lèvres. Le mot fut si bas que le vent l'emporta aussitôt, mais pour Jean, il fut plus fort qu'un coup de feu. Il abaissa lentement son fusil. Lui, Jean Monnier, qui avait fui la cruauté humaine, n'allait pas en devenir le complice. Il allait regarder l'absurdité en face et faire quelque chose d'illogique. Il allait sauver cette haine. Il jeta son fusil en bandoulière et, sans prêter attention au grognement sourd et menaçant, commença à retirer lentement son sac à dos, en sortant une hache. Il ne le laisserait pas mourir. Le travail à la hache exigea un effort surhumain. L'acier robuste d'antan du piège était épais. Jean, ayant jeté son sac, ne coupait pas la chaîne, il coupait le tronc d'arbre gelé auquel elle était attachée. Il était à bout de souffle, la vapeur s'échappait de sa bouche, et les yeux jaunes du loup suivaient chacun de ses mouvements, sans ciller. La bête ne grognait pas, elle économisait ses forces, elle attendait simplement. Enfin, avec un craquement assourdissant, un morceau du tronc se détacha. Le piège, tenant toujours la patte broyée, et le lourd morceau de bois était maintenant libre. Jean jeta la hache. Maintenant, le plus terrible commençait. Il y avait 3 kilomètres jusqu'à son gîte, dans la neige profonde. 3 kilomètres d'enfer. Il déplia un morceau de bâche solide. S'approcher du loup était un suicide, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il poussa lentement la bâche vers la bête. « Tiens bon, féroce » grésilla-t-il, le nommant à voix haute pour la première fois. « Tiens bon, mon frère » Le loup retroussa les babines, mais ne bougea pas. Jean, risquant sa main, tendant tous ses muscles desséchés, attrapa la bête par la peau du cou et sa patte saine, et par miracle, il fit basculer le corps lourd et flasque sur la bâche. Il pesait au moins 80 kilos, et à ce poids s'ajoutait ce maudit morceau de bois. La tourmente redoubla de violence. Jean enroula une corde autour de la bâche, passa la boucle sur son épaule et fit un pas. Il tirait. Il tirait son fardeau, s'enfonçant jusqu'à la taille dans la neige poudreuse. Chaque mètre était une torture. Il tombait, le visage dans la neige, et restait allongé, perdant presque connaissance. Mais ensuite, il se souvenait des yeux jaunes remplis de haine, et quelque chose en lui, d'aussi tenace qu'une vieille racine de sapin, le forçait à se relever. Quand il parvint enfin à traîner le loup jusqu'à son gîte, il faisait déjà nuit. Il hissa la bâche dans le sas d'entrée non chauffé, la pièce froide qui séparait sa chambre du monde glacial extérieur. Ce n'était pas de la pitié, mais une mesure de précaution. Il détacha la chaîne du morceau de bois,
jeta au loup un morceau de viande congelée et poussa le lourd verrou en bois. Ce n'est qu'alors qu'il s'effondra sur un banc. Le matin, le plus difficile l'attendait, retirer le piège. Il entra dans le sas avec 2 barres de fer solides. Le loup était couché au même endroit, n'ayant pas touché à la viande. Il respirait lourdement. « Allez, féroce, ça va faire mal. »« À moi aussi, probablement, » marmonna le vieil homme. Il passa une barre dans l'anneau du ressort, utilisant la seconde comme levier. Jean pesa de tout son poids. Un grincement se fit entendre. La bête tressaillit. Jean appuya plus fort. Avec un claquement sec, le ressort céda. Les mâchoires s'écartèrent, libérant ce qui restait de la patte. C'était un spectacle horrible. Un amas d'os broyés, de tendons et de chair noircie. Jean savait que cette patte ne serait plus jamais la même. Le loup ne pourrait non seulement plus chasser, mais même plus marcher normalement. Il était devenu un estropié, tout comme Jean l'était dans son âme. Les semaines suivantes se transformèrent en un étrange rituel tendu. Jean vivait dans sa chambre chauffée, féroce, dans le sas glacial. 2 fois par jour, le vieil homme lui apportait de l'eau et de la nourriture. Il avait soigné la blessure comme il pouvait, la nettoyant avec un antiseptique puissant et la bandant fermement, en posant une attelle faite de 2 planchettes. Le loup endurait, retroussait les babines, mais n'attaquait pas. Jean commença à lui parler. Pendant les longues nuits où la tempête hurlait, il s'asseyait près du poêle à bois chaud, tandis que de l'autre côté de la porte en bois, le loup était couché. « Ma femme s'appelait Anne », disait-il dans le silence. Elle était vive, légère. Et Catherine, ma fille, elle aimait les pierres. Il déversait toute sa douleur, accumulée pendant 20 ans, et féroce, derrière la porte, écoutait. Il ne comprenait pas les mots, mais il entendait l'intonation, la tristesse infinie et profonde qui ressemblait tant à son propre hurlement pour la louve tuée. Le temps passa. Une nuit, Jean se sentit mal. La fièvre le prit. Il se réveilla en suffoquant. Sa tête était sur le point d'éclater. Il essaya de se lever pour remettre du bois dans le poêle qui se refroidissait, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Il tomba sur le plancher froid. Le gîte se refroidissait rapidement. Jean comprit qu'il était en train de mourir de froid. Il commença à sombrer dans un brouillard, dans une douce somnolence glaciale. C'est alors qu'il entendit un bruit. Ce n'était pas le hurlement de la tempête. C'était un grattement faible et désespéré de l'autre côté de la porte. Féroce. Le loup était encore trop faible. Sa patte cassée ne lui permettait même pas de se tenir debout, mais il avait entendu que l'homme de l'autre côté s'était tu. Il entendait la chaleur s'en aller. Il sentait que son sauveur était en train de mourir. Et le loup estropié se mit à agir. Il grattait la porte avec sa patte valide. Il gémissait doucement, plaintivement, avec insistance. Ce son perça le délire fiévreux de Jean. Grattement, gémissement. Grattement. C'était le son de sa responsabilité. Non, pas encore, râla-t-il. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas laisser ce loup, cet estropié, mourir de faim. S'agrippant à un banc, il rampa vers le poêle. Le grattement derrière la porte ne cessait pas. Il le guidait. Il jeta du bois. Il sauva le feu. Il les sauva tous les deux. Le matin, la fièvre était tombée. Jean, faible mais vivant, ouvrit la porte du sas. Féroce était couché, la tête posée sur ses pattes, juste sur le seuil. Il était épuisé. Il leva les yeux. 20 ans que Jean fuyait tout lien. Et voilà qu'au milieu de ce désert de glace, il était lié. Lié non par la force, mais par une faiblesse commune. Cette nuit-là, ils avaient tous les deux frôlé la mort et s'étaient mutuellement sauvés. Le printemps arriva tard et avec fureur sur le massif central. La neige fondait à vue d'œil, dévoilant une terre mouillée, sentant l'humus et les jeunes aiguilles de pin. Les rivières gonflèrent, les ruisseaux se transformèrent en torrents rugissants et boueux, brisant la glace avec un fracas assourdissant. Ce son était la bande originale d'un nouveau monde, naissant dessous le linceul blanc. Pour Jean et Féroce, ce printemps devint le premier de leur étrange alliance. Le loup avait survécu, mais le prix était élevé. Comme Jean l'avait prédit, la pâte broyée ne s'était jamais correctement ressoudée. Les os s'étaient solidifiés de travers, formant une masse difforme.
Féroce resta un estropié. Il ne pouvait plus poser cette patte. Il la repliait, se déplaçant sur 3 pattes. Il n'était plus le roi des forêts, capable de rattraper un cerf. Il était devenu un paria, dépendant de l'homme. Jean aussi avait changé. Il avait retiré le lourd verrou en bois de la porte intérieure. Féroce pouvait maintenant entrer librement dans le gîte, choisissant de se coucher près de la porte froide du sas ou près du poêle qui refroidissait. Ils étaient devenus une meute de 2 estropiés, 2 solitudes qui avaient trouvé l'une en l'autre une compréhension silencieuse. Leurs journées prirent un nouveau cours. Jean, en tant qu'ingénieur, appréciait l'ordre. Le matin, il partait vérifier ses collets, et Féroce, boitillant, le suivait. Le loup ne pouvait pas chasser, mais ses instincts étaient intacts. Il devint les yeux et les oreilles de Jean. Son museau, toujours tourné contre le vent, captait les odeurs à 1 kilomètre. Ses oreilles entendaient le craquement d'une branche bien avant que Jean ne puisse remarquer quoi que ce soit. « Qu'y a-t-il, mon frère » demandait Jean, voyant le loup se figer et grogner doucement. Féroce le prévenait d'un lynx tapi dans un arbre, ou d'un ours sorti de son hibernation. Il apprit à rabattre les lièvres et les tétras vers les collets de Jean, agissant plutôt comme un chien de berger intelligent, leur coupant les voies de retraite. Et Jean partageait toujours la prise, donnant au loup le meilleur morceau. Quand la neige eut complètement fondu et que la terre fut sèche, Jean, guidé par sa vieille curiosité de géologue, décida d'explorer des territoires où il n'était jamais allé. Pendant 20 ans, il avait emprunté les mêmes sentiers. Son monde s'était rétréci aux dimensions de son gîte et de ses pièges. Maintenant, avec Féroce, il se sentait plus en confiance. Il prit son marteau de géologue, sa boussole et son sac à dos usé. Féroce boitillait à ses côtés. Ils partirent vers le nord, vers une crête rocheuse que les chasseurs locaux évitaient, la considérant comme vide. Il n'y avait ni gibier ni bail. Mais la géologie attirait Jean. Il marchait, inspectant par habitude les affleurements rocheux, brisant des morceaux de quartzite avec son marteau. Féroce marchait devant, reniflant constamment. Sa patte estropiée le ralentissait, mais son odorat semblait être devenu encore plus aigu, compensant son handicap physique. Le 2e jour de marche, alors qu'il grimpait sur un éboulis escarpé, le loup s'arrêta brusquement. Il se figea comme une statue, leva la tête, huma l'air et se mit à gronder doucement. Ce n'était pas un grognement de menace, c'était de la curiosité. Il s'approcha d'une paroi rocheuse à pic, couverte de mousse, et commença à renifler une fissure étroite à sa base. « Qu'est-ce que c'est, un blaireau » murmura Jean en s'approchant. Mais Féroce ne creusait pas la terre. Il émit un son étrange, interrogateur, et regarda Jean. Il avait senti quelque chose. Ce n'était pas l'odeur d'une bête. C'était une odeur vieille, érodée par le temps, mais encore perceptible pour son flair aiguisé. Un mélange complexe de fumée, de fer rouillé, de cuir décomposé et d'autres choses. L'odeur d'un homme mort depuis longtemps. Féroce était intrigué. Il contourna le rocher et, ignorant la douleur de sa patte, commença à grimper sur l'éboulis, vers le haut, guidant Jean derrière lui. Il ne connaissait pas le chemin, mais cette étrange odeur de mort l'attirait. Jean le suivit, et c'est alors qu'il remarqua lui-même ce qu'il n'avait pas vu auparavant. Des entailles à peine visibles, presque effacées par le temps, laissées sur les pierres par un piolet. « Qui » murmura-t-il. « Qui est venu ici avant moi » C'étaient des traces humaines évidentes. Ils grimpèrent l'éboulis et se retrouvèrent dans une gorge étroite, encombrée de chablis, qui semblait se terminer en cul-de-sac. Jean était prêt à faire demi-tour, mais Féroce plongea dans un épais fourré épineux de framboisiers sauvages. Jean, écartant les branches, vit derrière elle un passage étroit. Il se faufila avec difficulté à travers et se figea. Devant lui se trouvait une petite clairière, parfaitement abritée du vent et des regards indiscrets, et sur celle-ci, enfoncée dans le sol jusqu'aux fenêtres, se dressait une cabane. Ce n'était pas un simple abri temporaire, mais une véritable habitation, construite pour durer, en rondins de mélèzes épais, noircis par le temps. Le toit s'était effondré, la porte pendait à un seul gond, mais il était clair que cet endroit avait été un jour un foyer. « Mais qui a bien pu t'amener ici » marmonna Jean, sentant un frisson parcourir son échine. Féroce s'assit à l'entrée et attendit simplement. Sa curiosité était satisfaite. Il avait mené l'homme à la source de l'odeur. C'était maintenant à son tour de comprendre.
Jean, se signant par une vieille habitude presque oubliée, franchit l'ouverture sombre. À l'intérieur de la cabane, une odeur de décomposition, d'humidité et d'oubli flottait. L'air était lourd, vicié. La lumière du soleil peinait à percer à travers l'unique ouverture de fenêtre, couverte de toiles d'araignée et de saleté, arrachant à l'obscurité des milliards de particules de poussière tourbillonnantes. Quand les yeux de Jean s'habituèrent à la pénombre, il distingua le mobilier misérable, un banc pourri, une table renversée, un poêle à bois rouillé. Près du poêle, une boîte de conserve rouillée et une bouilloire en cuivre. Et dans un coin, sur un tas de haillons décomposés, ce qui restait d'un homme. Un squelette dans les restes d'une peau de mouton. Jean retira son bonnet. Il resta silencieux, rendant hommage à l'inconnu qui avait trouvé ici son dernier refuge. Féroce resta dehors. Il n'entra pas dans ce lieu qui sentait si fort la mort. Il se coucha à l'entrée, mais ses oreilles tressaillaient nerveusement, scannant la gorge. Il était sur ses gardes. Jean s'approcha des restes. À côté d'eux, il vit ce que le temps avait épargné. Une sacoche de terrain en cuir épais et durci. On ne faisait plus de telles sacoches. C'était un objet de son passé, de l'ère soviétique. Les boucles et les sangles étaient craquelées, mais tenaient encore. Jean, avec précaution, craignant de les casser, les défit. À l'intérieur, étonnamment, c'était presque sec. Sur le dessus, un marteau de géologue à manche court. En dessous, plusieurs échantillons de roches, soigneusement enveloppés dans un tissu huilé. Jean en déroula un. C'était du quartz, mais étrange, fumé, avec des inclusions cristallines inhabituelles qui semblaient capturer et retenir la faible lumière. Il n'avait jamais rien vu de tel dans cette région. Et tout au fond, il y avait ça. Un épais cahier à couverture noire rigide. Un carnet de bord. Jean emporta sa trouvaille à la lumière. Il s'assit sur un arbre abattu près de l'entrée de la cabane. Féroce s'approcha et se coucha à ses pieds. Soudain, le loup se mit à gronder doucement. Doucement, mon frère, qu'est-ce que c'est? Marmonna Jean. Féroce regardait en direction de la gorge d'où ils étaient venus. Il avait entendu quelque chose de très lointain. Une chute de pierre ou juste le craquement d'une branche. Son oui, aiguisé par le danger, était désormais un système d'alerte précoce. Jean le caressa sur la nuque. Je suis là. Surveille. Le loup se calma, mais ne se détendit pas. Jean ouvrit la première page. L'encre était passée, mais l'écriture était claire, une écriture de savant, fine et serrée. Octobre 1937. Je m'appelle Pierre Dubois. Je suis géologue et ethnographe. Officiellement, mon expédition est considérée comme dissoute, et moi-même comme portée disparue. C'est ainsi que cela doit être. Jean sentit un frisson parcourir son dos. Il lisait un testament. Mon ancien collègue, et désormais mon bourreau, est obsédé par la cupidité. Il pense que je cherche de l'or. L'idiot. Ce que j'ai trouvé vaut bien plus. J'ai trouvé la grotte des ancêtres. J'en lisais, oubliant le temps, le vent, le danger. Il lisait comment le professeur Dubois, qu'il imaginait comme un homme sec et obsédé d'une cinquantaine d'années, un fanatique de son travail, avait passé sa vie à suivre les traces de vieilles légendes. Il croyait que les anciennes civilisations du Massif central possédaient des connaissances que la science moderne avait perdues, et il en avait trouvé la preuve. Ce n'est pas une simple grotte, écrivait Dubois d'une écriture tremblante d'excitation. C'est un temple. Les murs sont couverts de cartes, non pas de la terre, mais du ciel. Ils ont cartographié des constellations qu'on ne peut voir à l'œil nu. Orion, les Pléiades, des nébuleuses qui me sont inconnues. Et les pigments. Mon Dieu, ces pigments, ils brillent dans l'obscurité d'une faible lueur surnaturelle. Jean, lui-même géologue, lisait cela et sentait ses cheveux se hérisser. Des cartes lumineuses, c'était de la folie. Mais les échantillons de quartz à côté de lui étaient bien réels. Mais le plus important n'est pas là, continuait Dubois. Le vrai trésor est ce qu'ils ont dessiné sur le sol de la grotte. C'est une carte géologique, une carte détaillée des gisements de minéraux uniques. Des quartzites piézoélectriques. Mon collègue, en voyant cela, est devenu fou. Il n'y a vu que de l'argent. Il a tenté de me tuer à l'entrée de la grotte. Je suis blessé, mais je me suis échappé. Je me suis caché ici.
Je meurs. Je laisse ce carnet de bord et ses échantillons. Si vous trouvez ceci, ne le laissez pas s'emparer de ce savoir. Les coordonnées de la grotte, Jean tourna la page avec fébrilité. La page suivante avait été brutalement arrachée. Et la dernière note, écrite d'une écriture à peine lisible avant la mort, il m'a trouvé. Il arrive. Je vais cacher la carte. Le journal s'arrêtait là. Jean était assis, abasourdi. Il avait trouvé la clé d'un mystère et la fin d'une tragédie. Et le meurtrier, ou ses descendants, pouvait encore être quelque part. À cet instant, Féroce leva brusquement la tête et émit un grognement sourd et guttural. Maintenant, il n'entendait pas seulement, il sentait. Le vent avait apporté la faible odeur de fumée d'un feu de camp étranger. Il était loin, à plusieurs kilomètres, mais il était là. Jean sursauta, son cœur battant à tout rompre. Il n'était pas seul dans cette partie de la forêt. Il rangea rapidement mais soigneusement le carnet et les échantillons dans son sac à dos. On s'en va, Féroce. Vite, et sans bruit. Ils quittèrent la sinistre clairière comme des ombres, se dissolvant dans la forêt. Le carnet de bord de Dubois ne laissait aucun repos à Jean. Pendant 2 jours, il ne quitta pas son gîte, à l'exception de courtes sorties pour chercher du bois. Féroce était couché près de la porte, agité. Il sentait lui aussi la tension de son maître. Jean était assis à la lueur de la lampe à pétrole et relisait le journal encore et encore. La note sur la page arrachée avec la carte le tourmentait. Mais Dubois était un géologue, et les géologues ne se fient pas à une seule carte. Ils dupliquent toujours les données. Ils laissent des notes. Jean commença à étudier le carnet non pas comme un document historique, mais comme un code. Et il trouva. Dans les marges, à côté de descriptions de la vie quotidienne, de la météo, de son état de santé, se trouvaient des chiffres insérés, des azimuts, des angles de pendage des couches, des relevés d'altitude, des corrections pour la déclinaison magnétique. 235 dépression 112, pour un homme ordinaire, c'était un non-sens. Pour l'ingénieur géologue Jean, c'était la carte arrachée. Ce ne sont pas des notes, c'est la clé, murmura-t-il. Il passa toute la nuit à faire des calculs, les vérifiant avec sa vieille carte topographique usée de la région. Et au petit matin, il eut le souffle coupé. Il connaissait cet endroit. C'était un ravin difficile d'accès au nord-est de son gîte, un lieu considéré comme infranchissable. Alors, Féroce, on va chercher les trésors du professeur ? Dit-il au loup à l'aube. Ils partirent immédiatement. Le chemin était difficile. Ils durent traverser un ruisseau glacé à gué. L'eau leur brûlait les jambes. Puis il fallut grimper un éboulis escarpé, où les pierres instables se dérobaient sous leurs pieds. Féroce, malgré sa claudication, suivait obstinément, utilisant ses 3 pattes et ses griffes. L'endroit indiqué par les calculs ressemblait à un simple amoncellement d'énormes rochers couverts de mousse. Aucune entrée. Me serais-je trompé ? Marmonna Jean, vérifiant sa boussole. Il était exactement au bon point. Féroce se figea soudain. Il contourna le plus gros rocher, se coucha au sol et commença à renifler une fissure étroite entre les pierres. Il gémit et se mit à gratter la terre avec sa patte saine. Qu'y a-t-il là ? Jean s'approcha et posa sa main sur la fente. Il le sentit. Un courant d'air faible, à peine perceptible, mais constant. L'air était plus chaud qu'à l'extérieur. L'entrée était obstruée. Jean prit la barre de fer qu'il avait apportée. Il travailla plusieurs heures, risquant d'être enseveli sous les pierres. Il était ingénieur. Il comprenait quelle pierre était une clé de voûte et laquelle pouvait être déplacée. Il fit rouler les rochers, élargissant la fissure. Finalement, il put se glisser à l'intérieur. Il alluma sa lanterne et pénétra dans l'obscurité. Féroce resta dehors pour garder l'entrée. Il entra dans une immense salle résonnante. L'air était sec et vivant. Le faisceau de la lanterne arracha à l'obscurité un haut plafond voûté. Et les murs. Mon Dieu, ces murs. Tout ce que Dubois avait écrit était vrai. Les murs étaient couverts de dessins. C'étaient des motifs complexes, gravés dans la pierre et remplis d'un pigment minéral, des constellations, des nébuleuses, des galaxies entières. Et ils brillaient. À la lumière de sa lanterne, le pigment commençait à phosphorescer d'une faible lueur verte, surnaturelle. Jean marchait dans la grotte comme dans un temple.
C'était une cathédrale. Une cathédrale construite non pas par des hommes, ou pas tout à fait par des hommes, murmura-t-il. Cet endroit devait avoir au moins 50 000 ans. Qui avait pu faire cela? Et puis il vit le sol. Dubois avait raison ici aussi. Tout le sol de la grotte était une gigantesque carte géologique. Des lignes, taillées dans la pierre, montraient des failles, des veines, des strates, partant d'un centre. Jean passa plusieurs heures dans la grotte. Il trouva des niches où reposaient des outils faits de ce même quartz fumé. Des couteaux tranchants comme des rasoirs, d'étranges lentilles polies. Il était stupéfait, mais il se souvenait du carnet. Dubois avait écrit que le meurtrier ne connaissait pas le cœur de la grotte. Jean commença à inspecter les murs non pas en touriste, mais en ingénieur. Il cherchait des anomalies. Et il en trouva. Au fond de la salle, là où toutes les veines de la carte convergeaient, le mur semblait monolithique. Mais Jean, en tapant dessus avec son marteau, entendit un son différent, plus sourd. Le vide. Il commença à examiner le mur centimètre par centimètre. Ce n'était pas un mur. C'était une dalle de pierre gigantesque, parfaitement ajustée, déguisée en paroi rocheuse. Il trouva le mécanisme. Un petit levier, caché dans un ornement sur le mur. Il pesa dessus de tout son poids, un grincement se fit entendre, et la dalle glissa lentement sur le côté, révélant une petite grotte secrète. L'air qui en sortait sentait l'ozone et l'éternité. À l'intérieur, sur un piédestal de pierre, se trouvaient les cristaux. Des cristaux de quartzite piézoélectrique parfaitement purs et de grande taille, ceux que Dubois avait cachés à son assassin. Ils ne se contentaient pas de briller, ils pulsaient d'une faible lumière intérieure, comme s'ils étaient vivants. Jean comprit ce qu'il avait trouvé. C'était un héritage qu'il devait protéger. Ce n'est pas pour ceux qui ne cherchent que le profit, murmura-t-il. Il prit délicatement un cristal, l'enveloppa dans un tissu et le mit dans son sac à dos. Il laissa le reste intact, refermant avec peine la dalle. Il sortit de la grotte, clignant des yeux à la lumière vive du jour. Féroce l'attendait, piétinant nerveusement. « Tu ne vas pas le croire, Féroce, dit-il, respirant lourdement. Tu ne vas tout simplement pas croire ce que nous avons trouvé. Maintenant, il faut trouver un moyen de le dire au monde, et de le faire sans se faire tuer comme le pauvre Dubois. » Il reboucha l'entrée avec des pierres comme il put, effaçant leurs traces. La découverte dans la grotte priva Jean de sommeil. Il tenait entre ses mains non pas un simple minéral rare, mais la clé de quelque chose d'incroyable et de mortellement dangereux. Le carnet de bord de Dubois indiquait clairement que ce savoir était convoité, et ce, de manière brutale. 20 ans qu'il fuyait le monde, mais maintenant, le monde exigeait son retour. Il ne pouvait pas garder ce secret seul. Ce serait une trahison envers la mémoire du professeur. Il fut tourmenté pendant plusieurs jours. Que faire? Détruire le journal? Sceller l'entrée de la grotte pour toujours? Mais ce serait aussi un crime. Ce savoir ne lui appartenait pas, mais à toute l'humanité. Il devait contacter la seule personne en qui il avait encore confiance, Michel Leroy. Michel Leroy était son ami de jeunesse, son camarade de promotion à la faculté de géologie de Clermont-Ferrand. Mais contrairement à Jean, devenu ingénieur de terrain, Michel avait choisi la science. Il était maintenant docteur en histoire, professeur à l'université de Clermont-Ferrand, un scientifique respecté, spécialisé dans l'histoire ancienne du Massif central. Michel était un homme doux, intelligent, mais doté d'une volonté de fer. Il était tout le contraire de Jean, petit, corpulent, avec des lunettes à verres épais. Il ressemblait plus à un bibliothécaire qu'à un aventurier. Mais Jean savait que derrière cette apparence se cachait un esprit brillant et une honnêteté absolue. Si quelqu'un pouvait comprendre et aider, c'était bien lui. Le village le plus proche, Aurillac, était à 2 jours de marche. Jean prépara son sac, prit le peu d'argent qu'il gardait pour les coups durs, le carnet et les échantillons de quartz. « Féroce, tu restes. Garde le gîte, dit-il au loup. Le loup gémit. Il ne voulait pas le laisser partir. Il sentait l'anxiété de son maître, mais il obéit. Le trajet jusqu'à Aurillac épuisa Jean. Il marchait en regardant constamment derrière lui, sursautant à chaque craquement de branche. Chaque craquement derrière moi ressemble au pas du meurtrier de Dubois, pensait-il. Le bruit, les gens, les voitures, tout cela s'abattit sur lui comme une avalanche.
Il se sentait étranger, comme un fossile sorti d'une autre époque. Il arriva au bureau de poste, où se trouvait l'unique cabine téléphonique interurbaine de tout le village. Il inséra une pièce, composa d'un doigt tremblant le numéro qu'il connaissait par cœur. « Allô, Michel Leroy ? » « Oui, j'écoute. » La voix de son ami, si familière et si lointaine, frappa ses nerfs. « Michel, c'est moi, Jean Monnier. » Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Jean n'entendait que la respiration de son ami. « Jean ? Mon Dieu. On t'a cru mort depuis 20 ans. Jean, c'est bien toi ? Je suis vivant, Michel. Écoute-moi attentivement. Je n'ai pas le temps. J'ai trouvé. J'ai trouvé ce que vous avez cherché toute votre vie. J'ai trouvé la grotte des ancêtres de Dubois. De nouveau le silence, mais cette fois, un silence tendu, plein d'incrédulité. Jean, ce n'est pas une blague. La légende de Dubois. Je ne plaisante pas. Elle est réelle. Et les cartes sur les murs. Michel, ça va tout changer. Mais c'est dangereux. On la traquait. J'ai trouvé le carnet de bord de Dubois. Il a été assassiné, Michel. Et celui qui a fait ça, ou ses héritiers, la cherche toujours. Mon Dieu, Jean, où es-tu ? Je ne peux pas le dire. Écoute et note. Crête du doigt du diable. Carré 7G12. 7G12. Note-le. J'ai besoin d'aide, Michel. Pas de la police. Il faut des scientifiques, des gens de confiance. Et vite. Je pense qu'on pourrait me suivre. J'ai compris. 7G12. J'ai compris. Jean, prends soin de toi. Je prends un hélicoptère immédiatement. Je vais alerter tout le monde. La communication se coupa. Jean raccrocha, sentant la sueur couler dans son dos. Il avait fait le premier pas. Il sortit du bureau de poste, plissant les yeux sous le soleil. Au même moment, d'un petit bistrot du coin d'en face, qui sentait l'agneau le bon marché et l'oignon frit, un homme sortit. C'était Stéphane Bourreau. Stéphane Bourreau. Il n'avait pas reçu son nom de famille pour rien. Il était immense, près de 2 mètres, avec un cou de taureau et de petits yeux profondément enfoncés qui bougeaient sans cesse. Bourreau était une autorité locale, mais pas un bandit ordinaire. Il était un pilleur de sites archéologiques de haut vol. Son père, un vieux géologue, avait travaillé autrefois dans une des équipes d'exploration et avait été toute sa vie obsédé par la légende du filon d'or de Dubois. Stéphane avait grandi avec ces histoires et, à la mort de son père, avait hérité de cette obsession. Il ne cherchait pas de l'or. Il cherchait, comme Dubois, ces mêmes quartzites qui, selon la rumeur, valaient une fortune sur le marché noir des artefacts. Bourreau était intelligent, cruel et doté d'un instinct animal. Il était assis dans le bistrot, en train de conclure une affaire de vente de jade illégale, quand il vit un vieil ermite étrange et hirsute, qu'il voyait parfois au village, entrer dans le bureau de poste. Par pure curiosité, il s'approcha de la fenêtre. Il ne pouvait pas entendre toute la conversation, mais à travers la vitre tremblante, il capta 3 mots, Dubois, grotte, et 7G12. Tout se glaça en lui. Il laissa tomber son verre. Silence dans le bar. Dubois 7G12 c'est pas possible le vieux il l'a trouvé, murmura-t-il pour lui-même. Quand Jean sortit de la poste, Bourreau l'attendait déjà, faisant semblant de fumer. Il suivit le vieil homme d'un regard froid et calculateur. Il ne le suivit pas lui-même. Il fit un signe de tête à ses 2 hommes de main, assis dans un 4x4. C'étaient Léo et Hugo. Des jeunes costauds, aux yeux vides et glacés. Son infanterie habituelle. Léo, Hugo, vous voyez le vieux ? Lança nonchalamment Bourreau. Suivez-le discrètement jusqu'à son trot. Et faites en sorte qu'il ne vous remarque pas, ne l'effrayez pas. Je veux savoir où est sa tanière. On dirait qu'on a trouvé notre professeur. Jean retourna à son gîte le cœur lourd. Il se sentait comme une bête traquée. Il savait qu'il avait enclenché un mécanisme qu'il ne pourrait plus arrêter. Il ne restait plus qu'à attendre, et à voir qui arriverait en premier, son ami ou ses ennemis. Féroce l'accueillit sur le seuil, gémit en sentant l'anxiété de son maître, et le renifla,
sentant les odeurs inconnues du village. Tout va bien, mon frère. Maintenant, nous attendons des invités, marmonna Jean. Il vérifia son fusil, barricada la porte et s'assit près de la fenêtre, scrutant la forêt. Il n'avait pas remarqué la filature. Les hommes de Bourreau étaient des professionnels. Ils se tinrent à grande distance, utilisant des jumelles et des radios, et s'arrêtèrent à plusieurs kilomètres, établissant un camp temporaire. Ils communiquèrent les coordonnées du gîte à Bourreau. Maintenant, Bourreau connaissait le point A, le gîte, et le point B, la grotte dans le carré 7G12. Il n'attendait que le moment opportun. 2 jours s'écoulèrent dans une tension insoutenable. Jean ne dormait presque pas. Féroce était également agité. Il se levait souvent, s'approchait de la porte et grognait doucement, écoutant les bruits de la nuit. Le moment arriva à l'aube du 3e jour. Alors que le brouillard flottait encore dans les vallées, ce ne fut pas le grognement de Féroce qui réveilla Jean, mais le rugissement de moteur. 2 motoneiges fonçaient droit sur le gîte à pleine vitesse. Féroce bondit. Le poil de son échine se hérissa. Il poussa un grognement féroce et assourdissant. Trop tard, Féroce. Ils sont là. La porte trembla sous un violent coup de botte. Ouvre, le vieux, gentiment, retentit la voix de tonnerre de Bourreau. Jean saisit son fusil. Partez. C'est ma terre. Je vais tirer. En réponse, un éclat de rire, puis un coup de feu de carabine. Une balle de calibre 7.62 perça la fine porte en bois près de la tête de Jean et se logea dans le mur. La porte craqua de nouveau sous un coup de pied, et le verrou vola en éclats. Sur le seuil se tenait Bourreau, énorme dans sa tenue de camouflage d'hiver. Il ressemblait à un ours ayant fait irruption dans une tanière. Derrière lui se tenaient Léo et Hugo, armés de carabines. « Eh bien, salut, l'ermite. Tu n'attendais pas d'invité » ricana Bourreau en entrant dans le gîte. Ses petits yeux balayèrent rapidement la pièce. « Tu t'es trouvé un bon trou. Seulement, c'est pas bien de prendre ce qui est aux autres. » Le carnet de Dubois et les pierres sur la table, et vite. Jean se tenait silencieusement, serrant son fusil. Dehors. J'ai dit, dehors. Bourreau soupira, perdant patience. Je n'aime pas me répéter. Léo, explique-lui. Léo, souriant narquoisement, fit un pas en avant, mais à cet instant, une ombre grise jaillit d'un coin. Féroce. Malgré sa patte boiteuse, il sauta. C'était un saut de désespoir. Toute la fureur et la douleur de la bête estropiée y étaient concentrées. Il ne visa pas la gorge. Il se planta, avec une prise mortelle, dans la jambe de Léo, qui était le plus proche. Le jeune homme hurla de douleur et de surprise, essayant de se débarrasser du loup. Aïe! C'était la seule chance de Jean. Il épaula son fusil, visant Bourreau. Mais il était vieux, et Bourreau était rapide. Avant que Jean ait pu appuyer sur la gâchette, Bourreau tira avec son propre fusil à canon court. Le vacarme dans le petit gîte assourdit Jean. La balle ne le toucha pas. Bourreau avait tiré sur le loup. Le coup de feu fut assourdissant. Féroce fut projeté sur le côté comme une poupée de chiffon. Il heurta le mur et s'effondra sur le sol, en râlant. Une tache de sang sombre commença à s'étendre rapidement sur sa fourrure grise, au niveau de l'épaule. Léo, hurlant de douleur, serrait sa jambe mordue. « Saloperie !» cria-t-il, levant sa carabine pour achever le loup. « Stop !» ordonna Bourreau. Il s'approcha de Jean, qui était pétrifié d'horreur, regardant son ami mourant, et lui arracha le fusil des mains affaiblies. « Je n'aime pas tuer les chiens, mais le tien avait l'air d'avoir la rage », siffla Bourreau. Il donna un coup de pied à Féroce. Le loup ne fit qu'un faible gémissement. Du sang coulait de sa gueule. Il était encore vivant, mais respirait à peine. Bourreau regarda Jean. Les yeux du vieil homme étaient remplis d'une telle agonie muette que Bourreau sourit. Il avait trouvé un levier. « Je pourrais l'abattre maintenant, pour abréger ses souffrances, » dit-il doucement, presque amicalement. « Mais je ne le ferai pas. Je vais le laisser ici. Il va mourir lentement. 5, peut-être 6 heures. Il va hurler jusqu'à s'étouffer dans son propre sang. Et tu entendras tout ça. » Jean se mit à trembler. « Quoi ?
Qu'est-ce que vous voulez? Voilà qui est mieux, acquiesça Bourreau. Il s'approcha de Féroce, qui gisait dans sa propre mare de sang, et pointa le canon de la carabine sur sa tête. Le loup ouvrit faiblement les yeux. Ou bien tu te lèves maintenant et tu nous conduis là-bas, dans le carré 7G12. Tu me montres la grotte, tu me donnes tout ce qu'il y a dedans, et moi, peut-être, quand je reviendrai, j'abattrai ton chien rapidement. Par pitié. Le choix t'appartient, le vieux. Soit tu nous guides, soit il pourrira ici vivant. Jean regarda Féroce. Le loup ouvrit les yeux, et il n'y avait plus de haine, seulement de la douleur et une loyauté canine infinie. Il avait sauvé Jean du gel. Il avait tenté de le sauver maintenant. Jean hocha lentement la tête. Il râla, je vous conduirai. Laissez-le. Il va crever de toute façon, lança Bourreau, faisant un signe de tête à Hugo, qui visait toujours le loup. On n'a plus besoin de lui. Hugo, tu restes ici, près des motoneiges, tu gardes le contact. Si quelqu'un apparaît, tu tires pour tuer. Léo, tu es blessé, mais tu viens avec nous. Tu vas motiver le vieux. Ils sortirent du gîte. Jean marchait devant, comme dans un rêve, distinguant à peine le chemin. Derrière lui, boitillant et jurant, marchait Léo, et fermant la marche, Bourreau, carabine à la main. Jean les mena par le chemin le plus long, le plus difficile, espérant un miracle, que Michel arrive plus tôt, qu'une tempête se lève. Mais Bourreau, bien que lourd, avançait comme un tank, poussant le vieil homme avec la crosse de son fusil. Ne sois pas malin, le vieux. Je connais le carré. Si tu me trompes, je reviens et j'écorche ton chien vif. Compris? Jean comprit. Il ne pouvait plus rien faire. Il marchait simplement, menant ses bourreaux vers le sanctuaire. Féroce resta couché sur le sol du gîte. Il avait cessé de gémir. Il gisait immobile, et seuls ses flancs se soulevaient faiblement. Il attendait. Le trajet jusqu'à la grotte prit 2 heures. Quand Jean désigna l'entrée obstruée, Bourreau le repoussa. Léo, tu restes ici, tu surveilles. Si quelqu'un arrive, tu tires sans sommation. Compris? Léo hocha nerveusement la tête et s'assit sur une pierre, massant sa jambe mordue. Bourreau alluma une puissante lampe frontale, sortit une petite pioche de son sac à dos et entra dans la grotte, poussant Jean devant lui. Quand le faisceau de la lampe frappa les murs, Bourreau se figea. Il s'attendait à voir un filon, des pépites, mais il n'était pas préparé à ça. C'est quoi ce bordel? Murmura-t-il, regardant les cartes d'étoiles scintillantes. Sa cupidité fut un instant remplacée par une peur presque superstitieuse. Ce n'est pas à nous, dit sourdement Jean. Personne ne peut posséder ça. La ferme. Aboya Bourreau, reprenant ses esprits. La peur passa rapidement, remplacée par l'euphorie. Je vais devenir riche. Je vais vendre ça morceau par morceau. Il vit la carte géologique sur le sol. Il n'était pas qu'un simple bandit, il était le fils d'un géologue. Il comprit. C'était ça. Il courut vers le fond de la grotte, vers le point où les lignes convergeaient. Il commença à examiner les murs avec frénésie. Et bien sûr, son œil expert remarqua la même chose que Jean, la dalle qui cachait la grotte secrète. Il trouva le levier, pesa dessus, et la cachette s'ouvrit. Quand il vit les cristaux, pulsant de lumière, il poussa un hurlement de joie. À moi. Tout est à moi. Père, tu vois, j'ai trouvé. Il jeta son sac à dos et commença à arracher frénétiquement les cristaux avec sa pioche. Jean se tenait à l'entrée de la grotte secrète et regardait cette profanation. Il était ingénieur. Il voyait ce que Bourreau, fou de cupidité, ne voyait pas. Chaque coup de pioche résonnait en un écho sourd, et au-dessus de la tête de Bourreau, juste au-dessus de l'entrée de la grotte, pendait une énorme dent de pierre, un stalactite de plusieurs tonnes. Et à chaque coup, la roche vibrait, et une fissure fine comme un cheveu à sa base s'élargissait. Bourreau, dans son excitation, arrachait morceau après morceau, sans remarquer la fine poussière de pierre qui tombait du plafond. Jean comprit qu'il avait une chance. Ce n'était pas un calcul. C'était l'instinct d'un ingénieur qui connaît le point de rupture. Il regarda son marteau de géologue, qui pendait toujours à sa ceinture. Bourreau ne le lui avait pas pris, le considérant comme un jouet inoffensif.
Et, le vieux! Cria Bourreau, sans se retourner. Aide-moi, ou je vais changer d'avis à propos de ton kleps. Il frappa de nouveau avec la pioche. Un craquement sonore se fit entendre. Bourreau se figea. C'est quoi, ça? Jean ne répondit pas. Il sortit son marteau. Il savait qu'il n'avait qu'un seul lancer. Il ne visa pas Bourreau, mais la fissure, ce point précis au-dessus de lui. Bourreau leva la tête, regardant le stalactite. Putain de merde. Il se précipita vers la sortie de la grotte, mais il était trop tard. Jean, rassemblant ses dernières forces, lança le marteau. Il frappa précisément à la base de la fissure. Un craquement monstrueux et assourdissant retentit, et le bloc de pierre gigantesque s'effondra, scellant l'entrée de la grotte secrète et ensevelissant sous lui Stéphane Bourreau et sa cupidité. Jean fut projeté en arrière par l'onde de choc. Il gisait dans la poussière, assourdi. Le silence qui suivit l'effondrement était absolu. Mortel. Il l'avait fait. Il avait tué un homme, mais il avait sauvé la grotte. À cet instant, à l'extérieur, on entendit le cri de Léo et un coup de feu, puis un son complètement étranger, impossible ici. Le vrombissement des pales d'un hélicoptère. Le son s'amplifia, se répercutant sur les parois de la gorge. Quelques minutes plus tard, un faisceau de lampes de poche balaya l'entrée de la grotte, et quelqu'un cria « Jean !» Jean Monnier. Vous êtes vivant. Des hommes en uniforme entrèrent dans la grotte, suivis de son ami Michel Leroy, pâle comme un linge. Vivant. Râla Jean. Il est là-dessous. Il montra l'éboulement. Michel tremblait. On a reçu ton signal. Les coordonnées étaient exactes. On a alerté la gendarmerie et les équipes de secours en montagne. On a arrêté ton tireur. Il s'est rendu dès qu'il a vu l'hélicoptère du GIGN. Jean fut conduit à l'extérieur. Il huma l'air frais et glacial. Et la première chose qu'il dit fut « féroce ». Mon loup. Dans le gîte. Il est blessé. Le chef des sauveteurs acquiesça, on se sépare. Une équipe médicale au gîte. Vite. 2 heures plus tard, ils étaient assis dans l'hélicoptère. Jean était enveloppé dans une couverture. À côté de lui, sur une civière, gisait Féroce. On lui avait injecté de la morphine et il dormait. Le vétérinaire qui accompagnait le groupe dit que la balle était ressortie sans toucher d'organes vitaux, mais qu'il avait perdu beaucoup de sang. Il va vivre, monsieur. Il est solide, votre chien, dit-il. L'hélicoptère s'élevait au-dessus du massif central. Jean regardait en bas la forêt profonde et infinie qui avait été sa maison. Il avait sauvé son secret. Michel Leroy posa une main sur son épaule. Eh bien voilà, Jean. Tu es de retour. Jean regarda le loup endormi, sa patte avant estropiée et le bandage frais sur son épaule. 2 fois estropié, tout comme lui. Oui, Michel, dit-il doucement. Je crois que nous sommes de retour. L'histoire de Jean et Féroce, ce n'est pas seulement un récit de survie. C'est une histoire de providence divine et du miracle de la miséricorde. Jean, ayant tout perdu, avait fui le monde. Son cœur était mort. Féroce, ayant perdu sa compagne et pris dans un piège, était plein de haine et attendait la mort. Ils étaient 2 estropiés, perdus dans les forêts profondes, mais Dieu les a réunis. Le miracle n'est pas dans les cristaux brillants de la grotte. Le vrai miracle, c'est qu'un homme brisé et une bête brisée ont pu se guérir mutuellement. En sauvant le loup, Jean, sans le savoir, sauvait sa propre âme. Il en va de même dans notre vie de tous les jours. Parfois, nous pensons être pris au piège comme Féroce, ou en exil volontaire à cause de la douleur, comme Jean. Nous avons l'impression que l'aide ne viendra de nulle part. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il envoie de l'aide sous la forme la plus inattendue, pour nous rappeler le pouvoir de la compassion. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouveaux récits pleins de sens profond. Écrivez le mot « Amen » dans les commentaires si vous croyez que même un seul acte de bonté, accompli d'un cœur pur, peut changer un destin. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles.